sommes retrouvés aujourd'hui autour de la thématique laïcité, démocratie et souveraineté nationale. Trois grands concepts qui aujourd'hui sont d'actualité. En ce qui concerne la laïcité, on le sait depuis 1990, toutes les transitions militaires, dans toutes les transitions militaires, la laïcité a été au centre des débats. En ce qui concerne la démocratie, aussi après 34 années, on peut se dire qu'il fallait s'arrêter. Je pense que le peuple, tout le monde constate là où elle nous a conduits. Alors il est opportun d'en débattre, comprendre les contours, comment nous sommes arrivés ici, etc. La souveraineté nationale, nous sommes aussi au même constat qu'après plus de 60 années d'indépendance, on se rend compte qu'il y a des gens qui se sont installés chez nous, à qui on demande de quitter, qui disent « nous n'allons pas quitter ». Ou des gens qui se sont installés sans autorisation, sans avoir notre avis, parce que c'est comme si c'est chez eux. Nous avons toujours eu des maîtres de conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de remettre ces trois concepts au centre du débat est à saluer. Vraiment, c'est opportun d'en discuter. Et nous avons le cheikh Youssouf Hassan Diallo, le professeur Issouf Yahya et le professeur Ahmad Seydou. La procédure est la suivante. Nous allons donner la parole par panélistes. Le premier panéliste qui traite de la laïcité, c'est le cheikh Youssouf Hassan Diallo. Le deuxième panéliste traite de la démocratie, et c'est le professeur Yahya Issoufou. Et le troisième panéliste de la souveraineté, qui traite de la souveraineté nationale, c'est le professeur Ahmad Seydou. Alors, il m'a demandé, donc, dans le cadre de ce panel, de parler de la laïcité, le concept de la laïcité. Je vais déjà commencer par dire que nous devons, Inch'Allah, tout d'abord nous entendre sur le sens, sur la définition de la laïcité, la définition réelle de la laïcité, telle que elle a été conçue par ses initiateurs. En fait, la laïcité est dans sa conceptualisation, en tant que mode de gouvernance, est une invention de la France. La laïcité est née en France. La laïcité a été produite, a été initiée, a été pensée et a été mise en œuvre en France. Et cela à partir justement de la Révolution française de 1789. Tous les philosophes de la Révolution française de 1789, les Voltaire, les Jean-Jacques Rousseau, les Diderot, les d'Alembert, les Robespierre, etc., étaient tous des philosophes athées. Et c'est eux qui, dans le cadre d'un combat qui a été mené entre le clergé et allié à la noblesse, d'une part, et le tiers-État qui était exploité, dans le cadre de ce combat séculaire, eh bien, une révolution a été déclenchée, conduite justement par ces gens qu'on appelle les philosophes de la lumière. Et nous devons, en tout cas, en tant que musulmans, nous sommes d'accord qu'ils ne sont pas du tout des philosophes de la lumière, parce qu'un athée ne peut pas avoir de la lumière, dans la mesure où la lumière, dans son essence, dans son origine, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ce que la révélation nous a dit dans le Coran. Allahumma samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Donc, très brièvement, il y a eu cette révolution qui a été conduite par ces philosophes, qui effectivement, légitimement, il y avait un problème dans la société française, c'était un Occident tout entier, qui vivait sous un système de gouvernance féodale, où la masse des populations était exploitée par la noblesse. D'ailleurs, quand la Révolution française avait réussi à renverser la monarchie en France, les autres monarchies
c'est ce que les historiens appellent le despotisme éclairé. C'est-à-dire les despotes se sont fait éclairer pour eux par les idées des philosophes de la Révolution française qui ont renversé la monarchie en France. Donc, c'est à partir de ce moment que s'est installée justement cette nouvelle forme de gouvernement qui a pour objectif de séparer la gouvernance de l'État de toute référence au divin. Parce qu'effectivement, pendant le règne de la monarchie s'appuyait sur le clergé pour diriger, et évidemment la gestion, la gouvernance a été catastrophique. Parce que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, plus tard, les communistes ont appelé la religion l'opium du peuple. Parce que pour eux, la monarchie avait instrumentalisé la religion pour endormir les peuples pour mieux les exploiter. Donc un peu comme une drogue, comme de l'opium. Alors, ainsi donc, s'est mis en place un processus de séparation de l'État et de l'Église, de marginalisation de l'Église par rapport justement à son rapport à la gouvernance. Cela a continué. Évidemment, il y a une autre relation importante qu'il faut souligner, c'est que ces philosophes athées qui ont conduit la Révolution française avaient quelque chose à voir avec la franc-maçonnerie, et avec le satanisme. La franc-maçonnerie, dont l'objectif est de séparer l'humanité tout entière de Dieu, de l'isoler, de l'affaiblir et de la détruire. Donc ça rentre dans ce cadre-là. Il faut donc séculariser la société, il faut l'éloigner de Dieu, il faut interdire toute référence à Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour eux, c'était de l'anticléricalisme, mais par extension, donc toutes les religions qui sont visées. Donc cela s'est poursuivi, ça s'est accentué, et finalement en France, la religion a été mise de côté, et puisque cela est contre nature, les conséquences sont connues par rapport à la société française. La société française qui a donc engendré la laïcité, la séparation de l'État, la séparation de la gouvernance de toute référence divine et la lutte, l'éloignement de la société de toute référence à Dieu, cela a eu des conséquences extraordinaires, des conséquences néfastes sur la société française. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si nous faisons la comparaison, nous allons voir que la société française est la société la plus affectée par la laïcité, puisque la laïcité est les choses. J'ai l'habitude dans les débats de citer des exemples. Par exemple, là on a constaté que le peuple français est le peuple, si on classe les pays européens, c'est le peuple qui consomme le plus d'antidépressifs parmi les pays européens. La consommation d'antidépressifs, la France est donc en première position. Deuxièmement, on a eu à parler d'un certain nombre de statistiques. 50 000 Français qui tentent annuellement de se suicider avec 10 000 réussites par an, au point qu'on a mis en place le fameux observatoire du suicide en France, et sans compter les associations qui ont été créées, parmi lesquelles une association qui, très étrangement, encourage, aide les gens qui veulent se suicider, les candidats au suicide à se suicider. Donc, il y a cette information, cette statistique. Si vous prenez également le taux d'avortement, ce qu'ils appellent l'interruption volontaire de grossesse, on a pu recenser jusqu'à 50 000 femmes annuellement qui mettent fin volontairement à la grossesse, donc qui s'adonnent à l'avortement. 50 000 morts de bébés avant terme qui sont tués, et cela est financé par la
caisse de sécurité sociale. Donc cette hécatombe est financée par une institution de l'État, la caisse de sécurité sociale. Ce qui explique évidemment le vieillissement progressif de la population française. Alors, nous sommes donc dans ce schéma. Nous avons compris donc que, contrairement aux définitions qu'on nous propose, qu'on nous sert depuis des siècles, c'est-à-dire depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, des définitions qui sont acceptées comme des vérités universelles par nos intellectuels, notamment par l'élite intellectuelle formée à l'école laïque. On nous a toujours dit que la laïcité veut dire la liberté de culte, la liberté de conscience, la tolérance religieuse. La réalité est que la laïcité a pour objectif de construire un citoyen séparé de Dieu, de construire une société qui ne se réfère pas à Dieu. Et pour preuve, regardez le système éducatif français. Regardez le système éducatif des pays qui ont été colonisés par la France, comme par exemple le Niger. On a mis des barricades autour de nos écoles et de nos universités pour que l'enseignement de Dieu, l'enseignement de la révélation, l'enseignement, la connaissance des prophètes, des messagers de Dieu, toute référence à la religion ne puisse pas s'approcher de nos écoles et de nos universités. Et les conséquences sont là. Les gens, nos enfants qui ont été formés dans ces écoles-là, sont sortis de ces écoles, c'est eux qui sont venus gérer nos pays, et en 60 ans de gestion par des personnes sorties de ces écoles laïques qui n'ont pas de référence à Dieu, qui n'ont pas de référence à l'éthique et à la morale révélée, puisque la morale a pour origine Dieu. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a enseigné les règles de la morale. Eh bien, les conséquences sont là. Nous sommes dans la misère, nous sommes dans la désolation. Des milliards et des milliards de francs qui sont confiés à ces gens-là sont détournés, sont dilapidés. Et nos pays, nos populations sont dans la misère. Ça, c'est le résultat de la laïcité, c'est le résultat de l'enseignement laïque, c'est-à-dire un enseignement qui ne se réfère pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la définition, en réalité, n'est pas celle qu'on nous propose toujours. On a vu sous certains cieux dans nos pays des gens parmi l'élite formée à l'école laïque qui se battent par tous les moyens. J'ai entendu par exemple au Mali des gens dire des politiciens, nous allons mourir pour défendre notre laïcité. J'ai entendu des intellectuels dire que la laïcité c'est un atout majeur que nous avons, dont nous ne devons pas nous départir dans la gestion de nos sociétés. Parce que pour eux, ça veut dire la tolérance religieuse, l'acceptation de l'autre. Alors que la laïcité n'a rien à voir avec la religion. La laïcité n'a rien à voir avec la liberté du culte. L'objectif de la laïcité, comme je l'ai dit, c'est donc d'éloigner Dieu de la société. Pour quelle raison? L'objectif de la laïcité, comme je le disais, ce n'est pas seulement de séculariser la société. On veut nous éloigner de Dieu parce qu'il y a un objectif derrière cela. Comme je l'ai dit, il y a un lien direct avec le satanisme. C'est pour préparer le terrain en prélude à l'imposition du satanisme dans nos sociétés. Voyez-vous? Parce qu'une société croyante ne peut pas cohabiter avec la pratique, par exemple, des LGBT. On nous a imposé la laïcité parce que l'objectif derrière cela, c'est de venir donc nous occuper par l'immoralité, par le libertinage et par l'éloignement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment-là, nous sommes affaiblis, nous sommes fragilisés et nous sommes leur proie. Sachant que, et on sait que, il n'y a que les promoteurs et les défenseurs de la laïcité
qui est un instrument, la laïcité qui est un instrument au service du satanisme, savent qu'il n'y a que les religions qui peuvent être un obstacle à leur domination de notre monde, de l'humanité, à la déshumanisation de l'humanité. Ils ont réussi à terrasser l'ensemble des religions du monde. Toutes les religions ont été terrassées par la laïcité. Quand vous regardez les sociétés humaines, vous regardez même les Asiatiques, les civilisations bouddhistes par exemple, vous prenez les Chinois, vous prenez les Japonais, vous prenez les Coréens, qui sont pourtant bouddhistes, vous prenez les Indiens, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont censés être d'une civilisation différente de la civilisation occidentale. Mais la civilisation occidentale qui est porteuse justement de cette idéologie, de ce mode de gouvernance qui est le mode laïque, qui est donc d'éloigner Dieu de l'humanité, ils ont réussi à domestiquer, ils ont réussi à dominer toutes les civilisations, à les amener à accepter la laïcité. La Chine est laïque, l'Inde est laïque, la Russie est laïque, la Corée est laïque, tous les pays du monde sont laïques, même si les religions sont différentes. Et la résistance se trouve à un seul niveau dans ce monde-là aujourd'hui. La résistance se trouve au niveau des musulmans. Il n'y a que l'islam qui a refusé de vivre dans un mode de gouvernance qui ne se réfère pas à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gros des efforts du monde occidental qui conduit justement le satanisme, le gros des efforts est concentré, est orienté vers le combat contre l'islam et les musulmans. C'est ce qui explique, et puisque c'est la France qui est à l'avant-garde de ce combat, c'est ce qui explique que depuis 30 ans, depuis au moins 30 ans, la presse française s'est acharnée contre l'islam et les musulmans, contre les concepts musulmans, la charia, le djihad, etc., pour les stigmatiser et pour les diaboliser. C'est ainsi que la presse française a inventé au moins une dizaine de terminologies qui vont dans le sens de la stigmatisation de l'islam et de ses concepts. Ils ont commencé par l'intégrisme. Dans les années 90, on parlait beaucoup de l'intégrisme. Ça n'a pas suffi. Ils ont inventé l'extrémisme. Ils ont ajouté l'islamisme. Ils ont ajouté à cela le djihadisme. Ils ont ajouté à cela le frérisme. Donc, il y a tous ces concepts-là qui ont été inventés par la presse française, ensuite, qui ont passé dans les autres langues. Les Anglais n'avaient pas ces terminologies-là, mais ils les ont empruntées de la littérature et de la presse française. Voyez-vous, aujourd'hui, donc, le gros des efforts du satanisme mondial, c'est contre l'islam. Il suffit que vous vous référez à l'islam. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, le combat aujourd'hui en Palestine. En Palestine, il y a plusieurs mouvements de lutte contre l'occupation israélienne. Il y a des mouvements qui sont de gauche, il y a des mouvements nationalistes. Les Arafat, par exemple, l'OLP, c'est un mouvement de résistance nationaliste. Ils ne sont pas socialistes, ils ne se réfèrent pas à l'islam. Vous prenez le FLP, le Front populaire de libération de la Palestine, les Georges Habash et tous les autres là. Il y a des chrétiens parmi eux qui combattent l'occupation, qui ont des mouvements qui n'ont pas de référence islamique. Mais ces groupes, ces mouvements-là, certains évidemment on est arrivé à les domestiquer, comme le mouvement par exemple, comme l'OLP et autres, qui est dirigé par Abbas aujourd'hui. Les autres continuent à résister, mais on ne parle pas de le gros de la résistance, le gros du combat, c'est contre les mouvements qui se réfèrent à l'islam. Et il y en a deux principalement. Il y a donc le Hamas et il y a le djihad islamique. Aujourd'hui, vous savez comment ça a évolué. Au début, on disait que c'était le conflit c'était un conflit israélo-musulman, c'était toute la Oumma islamique qui était alignée sur la Palestine. Ils se sont arrangés à exclure le reste du monde musulman. C'est devenu un conflit israélo-arabe. Ensuite, ils se sont arrangés après les accords de Camp David et autres, et l'entrée de certains pays arabes comme la Jordanie et autres dans des accords avec Israël.
sous la férule de leurs commanditaires qui sont les pays occidentaux, dont les États-Unis. On est arrivé à l'appeler le conflit arabo-palestinien et ça a continué à évoluer. Aujourd'hui, ça s'appelle le conflit Israël-Hamas. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire qu'ils savent, ils sont convaincus qu'aujourd'hui, dans le monde, pour le mouvement de sécularisation de l'humanité, il n'y a que l'islam qui tienne tête. Et le mode de gouvernance islamique ne pourra jamais être vaincu par le mode de gouvernance laïque. Tout simplement parce que le mode de gouvernance islamique englobe les deux aspects, les deux moitiés de l'être humain. La moitié matérielle et la moitié spirituelle de l'être humain. L'être humain, ici-bas, est géré par l'islam, mais l'être humain, dans l'au-delà, après sa mort également, est géré par l'islam. Tandis que le mode de gouvernance laïque ne s'occupe que de la partie matérielle et des aspects bien définis de la partie matérielle. Donc, pour conclure, je dirais que nous, les pays musulmans, en particulier le Niger, puisque nous parlons de souveraineté, de défendre notre souveraineté, nous parlons de libération, nous parlons de refondation aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, nous ne devons pas rater ce rendez-vous avec l'histoire. Nous avons raté beaucoup de rendez-vous. Au début de la pénétration coloniale, nous avons raté un rendez-vous. Nous avons été vaincus par les colons qui ont réussi à nous occuper. À l'indépendance, en 1960, nous avons raté un autre rendez-vous avec l'histoire, qui est donc de revenir à nos fondamentaux après avoir acquis l'indépendance politique. Nous ne l'avons pas fait, nous avons continué à vivre sous l'hégémonie culturelle, idéologique et civilisationnelle de l'ancienne métropole qui nous a colonisés. C'est un rendez-vous qui a été raté, un rendez-vous important. 60 ans plus tard, ou 63, 64 ans plus tard aujourd'hui, il y a eu d'autres rendez-vous. Le coup d'État contre Diori, quand Kounché était venu, c'était un autre rendez-vous. On aurait dû le gagner également. Il y a eu le rendez-vous à la conférence nationale. Ce n'était pas évident, mais c'était également un rendez-vous avec l'histoire. Mais c'est un rendez-vous qui a été organisé par les ennemis du Niger, donc de l'islam, qui ont donc occasionné justement qui ont créé ce qu'ils appellent le mouvement démocratique. Le mouvement démocratique n'en était pas un. C'était donc un subterfuge de la France. C'était à la suite de la conférence de la Baule, on le sait, que cette option a été imposée aux pays francophones. Et on connaît la suite. Donc un rendez-vous de raté avec l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes à un rendez-vous crucial où les circonstances ont changé, où pour la première fois, depuis l'indépendance, nous voyons que le leadership politique aujourd'hui cherche à s'enraciner dans les réalités sociétales, dans les réalités du peuple. Avant cela, c'était deux univers parallèles qui ne se croisaient pas. Le pouvoir était d'un côté et le peuple était d'un autre côté. Ils ne regardaient pas dans la même direction, ils n'avaient pas la même conception des choses. Aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité historique qui s'offre à nous, et cette opportunité demande effectivement une refondation. La refondation est indispensable, et la refondation, pour réussir, doit se faire sur des bases saines. Et parmi ces bases saines, il y a le référentiel idéologique qui est extrêmement important. Notre référentiel idéologique doit être celui de la majorité, celui de la religion de la majorité écrasante des 99,98% de la population, c'est-à-dire l'expérience ou ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, j'ai eu à le dire sur un autre plateau, a construit deux puissances et il les a alliées. C'est ce qui a fait de l'État islamique qui a été créé par le prophète alayhi salatu wassalam la première puissance mondiale. C'est deux puissances que le prophète a alliées alayhi salatu wassalam, la puissance spirituelle et la puissance matérielle.
la puissance spirituelle a été si vous voulez, préparée, construite pendant la période mecquoise de la mission du prophète alayhi salatu salam pendant 13 ans. Tout le Coran qui a été révélé à la Mecque allait dans le sens de la construction de la puissance spirituelle des musulmans, c'est-à-dire renforcer le rapport des musulmans avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah est la source de toute force et de toute puissance. C'est ce que nous disons toujours, peut-être certains, sans savoir la profondeur de ce qu'ils disent, quand nous disons la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc la première période du prophète alayhi salatu salam à la Mecque, c'était consacré à la construction de la puissance spirituelle, de la référence et de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie de la mission du prophète alayhi salatu salam, la deuxième phase de 10 ans qui s'est opérée à Médine, a été consacrée pour construire la puissance matérielle. Le prophète alayhi salatu salam a préparé des armées, il a préparé les ambassadeurs, il a préparé la société musulmane. Toutes les sourates qui ont été révélées, quand vous prenez Souratul Baqarah, Souratul Ali Imran, c'est l'organisation sociale de la société musulmane. C'est le renforcement des liens entre les membres de la société. C'est les ansars, les muhajirin et les ansars, la fraternité islamique, etc. C'est tout ça que le prophète a construit, alayhi salatu wassalam. Donc, le prophète a allié ces deux forces-là pour construire une puissance qui a, devant laquelle se sont effondrées les grandes puissances mondiales, qui étaient des puissances matérielles qui n'avaient pas justement de volet, de dimension spirituelle à proprement parler. L'islam est venu avec ces deux dimensions. C'est pourquoi je dis que le mode de gouvernance laïque ne peut pas tenir devant le mode de gouvernance islamique, parce que le mode de gouvernance islamique, évidemment, embrasse tous les aspects de l'être humain. Donc aujourd'hui au Niger, nous devons nous référer. Il y a déjà un exemple en Afrique de l'Ouest médiévale, des empires qui se sont constitués, parmi lesquels, dans l'espace du Niger actuel, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, n'est-ce pas, l'empire, le Kanem-Borno et le califat de Sokoto, des États qui se sont inspirés de l'islam. Hier, je lisais une référence du cheikh, le grand cheikh algérien, Abdul Karim al-Maghili, qui a séjourné dans la cour d'Askia Mohammed, qui était le conseiller d'Askia Mohammed en matière d'application de la charia. C'était au XVe siècle, 1492, qui est venu également qui a visité Mohamed Rumfa, qui était l'émir de Kano. Il a visité Karsena, il a visité plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest dont il a conseillé les dirigeants. Alors, donc, nous devons aujourd'hui au Niger revenir à l'islam. C'est-à-dire, nous devons adopter l'islam, les fondements de l'islam comme référentiel de notre gouvernance politique, de notre gouvernance sociale, de notre système éducatif, c'est-à-dire de toute notre organisation. Cela nous permettra donc de construire notre puissance spirituelle. C'est la puissance spirituelle qui va nous donner les cadres, qui va nous donner les ressources humaines appropriées, les ressources construites dans l'intégrité, dans l'éthique et dans la morale, qui vont justement développer les immenses ressources économiques dont Dieu a gratifié le Niger, qui va les gérer à bon escient pour construire la puissance matérielle du Niger, pour faire du Niger, Inch'Allah, un pays émergent. Revenons donc à l'islam, revenons donc aussi au mode de gouvernance islamique, évacuons le mode de gouvernance laïque qui ne fait que construire notre dépendance et notre asservissement vis-à-vis de l'hégémonie culturelle, civilisationnelle et idéologique de l'ancienne métropole. Et en ce moment-là, Inch'Allah, nous allons aller à l'émergence, nous allons partir à la souveraineté, à la reconquête de notre souveraineté et à notre délivrance. Bismillah. Assalamu alaikum. Si on me permet, j'organise un peu mon intervention pour parler de la démocratie durant une bonne vingtaine de minutes et me prononcer sur peut-être un état de lieu ou un bilan de cette souveraineté chère à tous.
Je commence par quelques remarques. Quand on parle de démocratie au Niger, malheureusement, le référentiel, c'est la 5e République française. Alors, la première remarque, c'est de prendre en compte les États européens, les pays européens. La plupart d'entre eux sont encore des monarchies. Ces pays sont devenus des États à partir d'un certain nombre de traités qu'on appelle traités de Westphalie en 1648. Et donc, prenons n'importe lequel de ces États. La France, c'est le royaume de France qui est devenu la France. L'Angleterre, il reste toujours le royaume, etc., etc. Ils ont, ces pays, la particularité d'avoir une langue commune, une certaine identité qui se veut commune. Et c'est des pays qui se disent héritiers de la civilisation gréco-romaine, et c'est des pays qui sont fiers de se dire chrétiens. Donc, n'ayons pas peur d'être ce que nous sommes, comme Cheikh l'a si bien souligné. Alors, 1648, il existait encore des royaumes viables en Afrique, particulièrement de l'Ouest. Ces différentes entités se sont transformées en États. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une entité en Afrique qui correspondrait au royaume qu'on a connu? Donc la première césure vient de là. Alors l'Afrique a connu aussi une évolution, malheureusement qui a été interrompue, comme ça a été si bien dit, avec la colonisation. Maintenant, revenons au Niger. Il y a eu plusieurs républiques, chacune régie par des textes. Mais que valent ces textes? 1. La démocratie telle qu'elle a été vulgarisée, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Par le peuple, pour le peuple. Où est le peuple dans cette démocratie? Elle est en réalité captée par l'élite. Et cette élite, elle a toujours répondu à ce que ses maîtres ont bien voulu qu'elle fasse. Donc, ce qui régit la démocratie normalement, ce sont les textes. Nos textes ont été inspirés de l'histoire, d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Et ces textes mettent en avant un personnage, en particulier le général de Gaulle, qui est important dans l'histoire de la France, mais qui est ce qu'il y a de plus nuisible pour notre histoire. Alors, lorsqu'il s'est agi pour eux de mettre en place la 5e République pour corriger la 3e République et la 4e qui était parlementaire, ils se sont concentrés à vouloir mettre tout le pouvoir entre les mains d'un homme qui a sauvé son pays. Et donc, la quintessence de nos constitutions, si je prends celle de la 7e République, elle se retrouve au niveau de l'article 46. On dit, le président de la République, il est le chef de l'État. Il est garant de l'unité nationale. Il assure la continuité de l'État. On lui donne un rôle qui est au-dessus, malheureusement, de ses capacités. S'il devait être juste, parce qu'on dit qu'il est au-dessus du jeu partisan, pour peu qu'il joue un jeu partisan, il démolit tout l'édifice. Et c'est à ça qu'on a assisté quasiment depuis la Baule. Donc, les textes n'ont jamais été respectés. Les institutions, c'est l'ossature d'une démocratie.
aucune des institutions n'a réellement joué son rôle. On a vu dans ce pays où un président de la République, un président de l'Assemblée remercie un président d'une autre institution pour dire qu'il l'a nommé alors que c'est quelqu'un qui est investi de notre pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, etc., etc. Il n'y a pas de séparation, il n'y a quasiment jamais eu de séparation de pouvoir. Le chef de l'État, il est le chef de tout et ça a complètement affalé l'édifice. Donc les institutions n'ont pas véritablement fonctionné. J'en dirai la conclusion au niveau donc, de cette transition en cours. La gouvernance éthique, la démocratie, ce n'est pas seulement, puisque la nôtre est réduite à une démocratie électoraliste. On veut juste voir les images des gens aller au bureau de vote, mais tous les résultats ont toujours été falsifiés. La vérité des urnes n'a jamais été respectée, et ça, tout le monde le sait. Les institutions chargées de conduire le processus, que ce soit les CENI, les cours constitutionnels, elles n'ont jamais joué le rôle pour lequel elles ont été mises en place. À partir de ce moment, tout est faussé. La démocratie, c'est aussi la gouvernance, c'est un état de droit. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'état de droit où on voit comment, pendant la 7e République, par exemple, le simple citoyen a été empêché d'exercer son simple droit de manifester. Où est la démocratie à partir de là? La démocratie, c'est aussi, on dit, l'arme, elle s'incline devant la touche. Quelles que soient les étoiles, normalement, le militaire, quel que soit ses galons, il est un exécutant. Il s'incline devant celui qui a eu le suffrage universel. Le mode de dévolution de pouvoir, c'est la démocratie. Normalement, c'est la traduction des votes dans les urnes. Mais nos généraux ont fermé les yeux pendant 10 ans. Donc, buvaient leur café. Pendant que les citoyens sortaient pour dénoncer, c'est eux qui ont appuyé le pouvoir qui a opprimé les citoyens. On avait un parlement. À quoi a servi ce parlement? À rien du tout. Se pose le problème de la qualité de la représentation. Quand vous êtes parlementaire, comportez-vous en parlementaire, pas en sujet. Vous avez un mandat du peuple, exercez-le. Alors, la démocratie, c'est aussi la protection des minorités, comme on dit. Il y a ceux qui sont au pouvoir et une opposition. Est-ce que les oppositions ont été bien traitées? De Gaulle avait dit, quand ses conseillers lui ont dit le texte qui va être issu des assises risque de te fragiliser. Lui a dit, faites un texte pour la France, moi je vais me conformer. Donc il a mis son ego et son pays, son ego en dessous de son pays. Mais quand on dit être au-dessus du jeu partisan, c'est vraiment être dans la plénitude de la fonction. Assurer le pouvoir institutionnel obtenu à partir de la politique. Ça n'a quasiment jamais été le cas dans notre pays. Si bien que le citoyen, après avoir accompli son devoir civique, donc après avoir voté, est laissé à lui-même. Il n'y a pas de redistribution. Regardons ce qui se passe. Chacun est 1000 fois mieux placé que moi pour les exemples des pays frères arabes.
les richesses appartiennent aux citoyens. Mais qu'est-ce qui appartient aux citoyens dans notre pays? On voit juste une clique d'individus mettre la main sur toutes les richesses du pays. L'État, c'est aussi, la démocratie, c'est aussi la formation, l'éducation. Il y a au moins plusieurs milliers de classes fermées dans notre pays aujourd'hui. Ça n'interpelle personne. Si vous n'avez pas les moyens, vous allez mourir aux urgences de l'hôpital. Où est la justice sociale? En dehors juste de payer les impôts, les taxes, etc., le citoyen, finalement, il bénéficie de quoi? Donc, notre démocratie a été totalement dévoyée par ceux-là qui étaient chargés de la mettre réellement en œuvre. Donc, il n'y a jamais eu de séparation de pouvoir et ça nous a conduit à cette transition sur laquelle je voulais dire quelques mots. Alors, depuis 9 mois, nous avons un pouvoir de fait qui est militaire, qui a un bilan dont on peut discuter. Il y a des insuffisances et il y a des questions légitimes qu'on doit poser, des questions qui fâchent. Et je vais les poser tout à l'heure. Alors, si on essaie de voir qu'est-ce qui a marché, d'abord, il est à saluer que le Nigérien on peut le dire, réapproprier son pays. Le Niger n'appartenait plus aux Nigériens, et ça depuis assez longtemps, et chacun le savait. Alors tous ces accords de servitude ont été dénoncés, et c'est quelque chose qui est à saluer. Il est d'autant à saluer que le peuple a contribué à mettre en œuvre les décisions issues des autorités militaires. Notamment, on peut le dire jusqu'en décembre, il y avait un engouement populaire pour accompagner les décisions de rejet de cette présence occidentale, en particulier française, sur le sol nigérien. Donc, les populations, c'est elles qui ont fait partir les Français, pas les militaires, même si certains sortent pour donner des leçons, pendant que les citoyens battaient le pavé pendant 12 ans, eux, ils buvaient leur café tranquillement. Donc, ils sont mal placés pour donner des leçons à ceux qui ont été embastillés plusieurs fois dans ce pays. Il y a aussi la résilience des Nigériens face à un embargo inqualifiable. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais chacun a vécu peut-être diversement cette injustice. Aujourd'hui, le Nigérien est fier au moins d'avoir fait face à cela. Alors, cette décision de reconquête, elle est à saluer, mais pour moi, elle est pour l'instant mitigée, parce que les militaires au pouvoir n'ont jamais voulu aller jusqu'au bout. Si on s'est retrouvé dépossédé de notre pays, c'est qu'il y a des gens qui ont contribué à cela. Et parmi les questions qui fâchent, on ne veut pas chercher ceux-là qui ont trahi le pays. Alors, ils sont protégés par les militaires. Normalement, il faut être juste. Et la justice veut qu'on ne mette pas sur le président Bazoum des responsabilités qui devraient être sur l'ancien président Youssouf. Chacun doit répondre de ce qu'il a fait. Et de la manière dont la déclaration du coup d'État a été faite, on semble vouloir un peu couvrir quelqu'un. Et ça, ce n'est pas juste. La justice voudrait qu'on soit équitable envers les citoyens. Alors, concernant la vie institutionnelle, il y a des constats qu'on fait. On est dans un régime de transition issu d'un coup d'État. Alors, est-ce que c'est un régime militaire de fait? Alors, chacun voit ce qu'il veut voir. Mais toujours est-il, au niveau de la vie des institutions,
on se rend compte qu'on a sur le papier un Premier ministre. Mais il n'y a pas de Premier ministre, il faut dire les choses. Il y a juste un ministre de Finances qui fait office de Premier ministre. Qui est le chef du gouvernement? Il faut le chercher. Donc il n'y a pas de grande cohérence dans le fonctionnement de cette institution. Il y a les agents du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui qui ne savent plus à quel sens se vouer. Une institution normalement qui devrait être phare de la reconquête, alors qui brille un peu par son absence. On ne voit pas le ministre des Affaires étrangères. Alors que quand on prend l'exemple du Mali, du Burkina, non seulement les responsables militaires sont aux avant-postes, ils donnent des orientations, les différents responsables techniques, ils sont aussi en avant, mais chez nous, on a l'impression qu'on tâtonne. Alors, si les assises nationales devraient mettre fin à cet tâtonnement, et si d'aventure ces assises ont encore un sens aujourd'hui, pourquoi ne pas y recourir? Parce qu'il faut à un moment ou à un autre impliquer les citoyens dans la gestion du pouvoir. Mais là, on semble avoir tellement militarisé les institutions, les sociétés, les administrations. Je pense qu'il y a des gens qui ont été formés à l'ENA, qui sont des administrateurs. Il faut leur donner la chance de démontrer ce qu'ils ont appris, parce qu'ils sont formés pour ça. Il y a des hauts cadres, des commis de l'État, comme on dit. On peut encore en trouver pour assurer le fonctionnement de certaines sociétés. Et maintenant, il y a des postes qui reviennent de droit aux responsables militaires. Mais tout cela, je ne semble pas le voir tel que j'aurais personnellement voulu. Il y a aussi un problème de justice. Et c'est parmi les questions qui vont fâcher que je vais poser. Est-ce qu'on est réellement dans un état de droit? La question, je la pose. Pourquoi? Ce qui m'amène à ces différents questionnements. Normalement, il y a eu un coup d'État qui a balayé la Constitution et nombre de textes qui régissent la République. Et sur la base de ces textes, il y a ceux qui ont pris position contre une certaine forme de gouvernance, qui sont encore en prison et dont on ne veut pas en parler. Il faut parler des prisonniers politiques, des militaires qui sont incarcérés depuis beaucoup d'années pour X raisons. Maintenant, si il y a une rupture réelle avec le pouvoir passé, il faut assumer. Deuxième questionnement, on a observé un coup d'État qui est réel, auquel il y a eu une adhésion populaire dans le sens de reconquête, de recouvrir notre pays. Ce pays a été donné aux Occidentaux. Ils ont eu totalement le pays, au mépris des institutions, au mépris des textes. Et ceux qui sont à la base de cela, ils se promènent allègrement. Et on ne veut pas en parler, il faut en parler. Parce que ça relève aussi de la justice sociale. Pour la postérité, ceux qui ont posé des actes de nature à avoir sapé les fondements sociologiques, politiques, économiques du Niger, il faut qu'ils répondent devant les juridictions. Tout comme ceux responsables institutionnels qui ont fait du faux ou qui ont fermé les yeux devant l'évidence, ils ont engagé leurs responsabilités. Le
le devoir d'ingratitude, comme on dit, incombait sur eux. Ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas être grégaire ou de telle région. Dans le fonctionnement des institutions, ils ont voté, il faut qu'ils payent. Alors, ça fait 9 mois, aujourd'hui on tourne en rond. Il n'y a pas d'orientation. Pourquoi il n'y a pas d'orientation? Il est difficile de répondre à la place de ceux qui gèrent le pays. Mais personnellement, je pense que si il y a une limite aux réflexions ou au niveau du cercle de réflexion qui dirige le pays, ce n'est pas une honte de recourir à la population pour trouver des solutions. Et peut-être, comme je l'ai dit, si les assises pouvaient permettre un peu d'avancer, ça serait utile. L'autre questionnement, c'est aussi notre engagement dans l'AES, Alliance des États du Sahel. Si notre avenir passe par là, il faut que nous jouions le rôle qui devrait être le nôtre. Parce que si cette alliance a été créée, c'est parce que le Niger s'était retrouvé dans une situation unique. Et malheureusement, il y a juste quelques voyages, quelques cadres vont par-ci par-là, mais de manière concrète, de manière dynamique. Qu'est-ce qui a été posé comme acte allant dans le cadre confédéral, associer des États indépendants et plus tard les fondre à l'intérieur d'un seul cadre, parce que l'AES, si elle est encore élargie, elle correspondrait pour moi à un clin de l'histoire, à corriger nos erreurs, c'est-à-dire nos territoires vont se retrouver sur les empires qui ont fait la fierté des Africains. Il y a aussi à l'interne, parce qu'on ne voit pas beaucoup des actes posés de nature à poser les jalons d'une véritable indépendance économique. C'est bien les différents voyages, chercher des partenaires, mais concrètement, qu'est-ce qui se fait à l'interne? On ne le voit pas beaucoup. De la même manière que cette ouverture vers les partenaires, je pense que ça ne serait pas utile pour les Nigériens de remplacer des Américains par des Russes. De la même manière qu'on a fait venir inutilement des forces étrangères sur notre pays, on doit s'assurer de la nature du partenariat. Formez-nous, vendez-nous, donnez-nous les équipements, rien ne peut remplacer une armée nationale. Et donc, il y a un combat. La première manche a été gagnée par le départ des Français. Les Américains ont pris acte. Soyons prudents. Ayez, je parle aux militaires, l'adhésion des populations, de toutes les populations, de toutes les structures pour vaincre ce combat. En ordre dispersé, en stigmatisant une partie des citoyens, je pense que le combat risque d'être difficile. Il ne faut pas qu'il soit perdu d'avance. Chacun a son rôle à jouer dans le cadre donc, de ce combat pour la souveraineté nationale. Le dernier cas donc, de ce qui semble vouloir fâcher, c'est la place de l'ancien président, j'allais dire le dynamique président Youssouf. Il a dirigé notre pays pendant 10 ans et peut-être même 2 années de plus. Je pense que même si on a géré un jour, on a des comptes à rendre. Ici-bas ou dans l'autre monde, c'est certain. Mais aujourd'hui, de la manière dont le pays s'est retrouvé à lambeaux,
c'est beaucoup plus sa gestion qui est engagée. Et il faut qu'on en parle. Et j'ai l'impression que c'est ceux qui semblent vouloir fâcher une partie de ceux qui dirigent. Non, il n'y a pas de question, il ne devrait pas y avoir de question taboue pour refonder un pays. Il faut bien poser le problème pour trouver les solutions qui s'imposent. Et si elles s'imposent à tous. Mais vouloir faire du bar à bar ou chercher des poux sur des crânes rasés, je pense qu'on fait fausse route. Donc, il est essentiel, après 9 mois, de trouver le vrai cap. On parle de la question de monnaie, peut-être que, comme les économistes disent, l'argent ne veut pas de bruit, mais c'est des questions de souveraineté. Après le départ des troupes étrangères, il faut songer aussi à ce symbole de souveraineté qu'est notre monnaie. Ça couperait définitivement comment on dit, ça garantirait durablement et irréversiblement notre indépendance. Alors je ne sais pas combien de minutes il me reste, mais je pense avoir dit plus ou moins ce que je voulais développer au niveau de cette question importante de souveraineté et d'une démocratie qui a été totalement dévoyée. Donc, en conclusion, ce que je dirais, 1. La démocratie, à tous les niveaux, n'a pas été respectée. Au sens où les partis politiques, nombre d'entre eux, la Cour des comptes, dans un de ses rapports généraux publics, a dit que tous les partis politiques, nombre d'entre eux sont de mauvaise moralité. On ne peut pas dire. Donc, le fonctionnement des partis pose problème. Les institutions en charge de cette démocratie posent problème. Le code électoral, des fois, il est taillé sur mesure. Donc, il y a juste le nom de l'élu qui n'apparaît pas. La commission électorale nationale indépendante, à partir de la composition, on sait qui allait gagner les élections. La nomination ou la désignation des membres de la Cour constitutionnelle permet aussi de savoir qui va être éliminé au profit de qui. Donc finalement, une représentation qui est biaisée, parce qu'aujourd'hui, mon collègue, professeur Ahmad Seydou, un brillant universitaire, un brillant universitaire aussi, il va leur être difficile de se faire élire parce que ce n'est pas la qualité de la représentation qu'on voit, c'est le pouvoir financier. Si vous avez de l'argent, si vous êtes bien collé à l'homme politique, facilement vous allez vous retrouver au pouvoir et pour faire quoi? Pas pour représenter l'électeur, mais pour faire ce que le chef veut bien que vous fassiez. Il n'y a pas de redevabilité, il n'y a pas de sanction. Et finalement, on est dans ce qu'on appelle le système du technicien. C'est à partir d'un laboratoire que tout est conçu, on sait qui va gagner avec tel pourcentage, et ceux-là qui tirent les ficelles dans l'ombre, ce sont ceux qui nous ont dépossédés de notre pays. Alors, faisons attention. Il est vrai qu'à un moment ou à un autre, on va retourner à la démocratie. Mais quelle démocratie? Les systèmes semi-présidentiels, juste pour partager le pouvoir présidentiel pour avoir un super roi, un empereur, je pense qu'on doit réfléchir pour voir d'autres formes de gouvernement. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qu'on appelle la consociation. Toutes les minorités, elles sont représentées. Toutes les sensibilités sont représentées. Il n'y a pas d'exclusion. Et au sein du parti, n'importe le parti majoritaire, il y a un mécanisme qui permet de mettre de côté le responsable, le président,
qui enfreignent les lois. Nombre d'entre les pays occidentaux, en dehors de la France et quelques pays, c'est la qualité de la représentation qui permet de désigner celui qui devait présider aux destinées du pays. Mais chez nous, on fait défiler les gens et on dit, voilà votre président. À partir de là, il ne vous reconnaît plus. Il fait ce qu'il veut. Il est entouré d'une clique, des amis, pour capter la rente et vous donner rendez-vous dans 5 ans pour, avec la corruption généralisée, et se faire réélire. Donc je vais passer la parole au professeur Amadou Sebou. Je vous remercie de votre patience. Merci. Alors nous avons depuis ce matin parlé de laïcité, de démocratie. Je viens ajouter celle de la souveraineté nationale. Ce sont là des thèmes dont on parle actuellement, dont on parle beaucoup dans cette période de transition. On parle tellement de ces thèmes qu'on peut les ranger dans ce qu'on appelle des questions socialement vives. Et ces questions, les questions socialement vives se distinguent, se caractérisent essentiellement d'abord par leur prégnance sur l'environnement social et économique, médiatique aussi, de telle façon que tout le monde est concerné par ces questions. Elles se caractérisent aussi par l'émotion qu'elles suscitent. Et évidemment, l'adhésion ou la non-adhésion qu'elles suscitent aussi. Les questions socialement vives se prêtent quelquefois à des réponses faciles qui peuvent être émises par n'importe qui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous ouvrez les réseaux sociaux, vous allez trouver réponse à tout. Mais les questions socialement vives, sont très complexes. Elles sont transversales, ce qui fait qu'elles peuvent être traitées soit par une seule personne, un expert, ou prises en charge par une communauté. En tout cas, elles font l'objet de conversations et suscitent des réactions variées qui sont à la fois objectives et subjectives. Leur grand intérêt est que lorsqu'elles sont raisonnablement posées et qu'elles permettent non seulement de solliciter des ressources de connaissance et de compréhension dans un débat polyphonique, mais elles favorisent l'émergence du sens, l'émergence des valeurs, voire des finalités. Et c'est cette caractéristique majeure des questions socialement vives qui me permet, à moi qui ne suis ni juriste, ni économiste, ni politicien, ni politologue, de parler de la question de la souveraineté. Justement, ma non-qualification me permet de faire un exposé assez atypique sur la question. Donc, à ma façon, je vais d'abord parler d'un constat que j'ai fait sur la question de la souveraineté en contexte nigérien, pour dire justement ce que, à mon sens, la souveraineté n'est pas. Ensuite, je vais poser un certain nombre de questions d'orientation pour indiquer ce qu'à mon sens recouvre la notion de souveraineté nationale. Quand on parle bien sûr du Niger et plus largement de l'AES. Enfin, je vais balbutier quelques propositions dans une perspective d'édification d'une souveraineté nationale. Alors, je vais vous proposer 11 même énoncés qui disent ce que la souveraineté d'une nation n'est pas.
Et je vais le faire dans un style vindicatif, un peu à la... C'est ma déformation professionnelle, hein, je suis littéraire, un peu à la Césaire. Vous vous rappelez dans Discours sur le colonialisme, le début du texte de Césaire, je vais vous le rappeler, où il dit une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. C'est dans ce style que je vais énoncer mes 11 propositions, enfin, définitions de ce qui n'est pas, à mon sens, dans le contexte nigérien, souveraineté. D'abord, je dirais qu'une nation qui ne se nourrit pas de ses ressources spirituelles et qui abandonne ses valeurs sociales n'a pas de souveraineté. Une nation qui navigue à vue, sans horizon précis, sans vision objective et partagée, n'est pas digne de souveraineté. Une nation qui confie la défense de son périmètre à une force étrangère a hypothéqué sa souveraineté. Une nation dont l'identité prend la forme d'une sébile que l'on ouvre à l'insulte et à l'indignité dans les rues des villes du monde entier, on l'appelle mendicité, n'a pas de souveraineté. Une nation qui confie sa gouvernance à l'incompétence et à l'immoralité a renoncé à sa souveraineté. Une nation dont l'élite dirigeante et intellectuelle s'organise en ordre, qu'on pourrait appeler partis politiques ou associations diverses, pour piller les laborieuses ressources financières du pays, n'est pas une nation souveraine. Une nation qui protège les voleurs et les criminels n'est pas éligible à la souveraineté. Une nation qui, par option ou par fatalisme, accepte d'endommager ses propres organes vitaux que sont l'éducation, la justice et l'économie, n'a aucune chance d'être souveraine. Une nation qui n'attend rien de sa jeunesse pour vivre et rayonner n'est pas prête à la souveraineté. Une nation dont l'État s'occupe plus à l'entretien des princes et de leurs cours que des cours d'eau qui s'ensablent, des terres, de la flore et de la faune qui se meurent, des enfants qu'on immole de feu dans des salles de classe en séco, des jeunes gens qui s'abîment dans la drogue et l'oisiveté, etc. Cette nation ne peut se valoir d'une quelconque souveraineté. Je m'arrête là. Et je crois que vous reconnaissez un peu notre pays à travers ces énoncés. Maintenant, parlons de la souveraineté de notre pays. Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Il y a un géopolitologue qui s'appelle Frédéric Ansel. Il dit que la souveraineté nationale est une donnée géopolitique. Pour lui, les rivalités de pouvoir sur des territoires ne peuvent échapper aux enjeux liés à la souveraineté. Dans 3 cas possibles. Soit, dit-il, on veut recouvrer cette souveraineté si elle est perdue, soit on veut la renforcer au cas où elle est menacée ou contestée, soit encore on veut l'obtenir parce qu'elle manque. Quelle est la situation de notre pays? Pour ce qui concerne notre pays, donc, je vais juste rappeler que le président Diori Amani avait déjà annoncé l'exercice de sa pleine souveraineté par le Niger le mercredi 3 août 1960 à l'occasion de la proclamation de l'indépendance de notre pays.
Je rappelle aussi que la charte de l'OUA, signée le 25 mai 1963, et l'acte constitutif de l'UA, l'Union africaine, fait à Lomé le 11 juillet 2000, ont tous deux choisi la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres comme un de leurs objectifs. Et ont fait de l'égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres un de leurs principes de base. Et récemment, dans l'article 5 de la charte du Liptako-Gourma, qui institue l'Alliance des États du Sahel, cet article stipule la défense des trois États de leur droit au respect de la souveraineté nationale et internationale. Et la charte ajoute à son article 6 que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Fin de citation. Donc on parle beaucoup, on reparle de souveraineté partout autour de nous. Est-ce parce qu'elle n'existe pas? Ou parce qu'elle est menacée? Ou parce qu'elle est perdue? Il reste qu'au Niger, comme dans tous les pays anciennement colonisés, et encore sous tutelle impérialiste, il y a des réponses à trouver à des questions fondamentales. Et je vais poser quelques-unes de ces questions pour avancer. Première question, comment édifier une cohésion sociale et une identité culturelle pertinente pour en faire des vecteurs de développement et de souveraineté nationale? Deuxième question, quelle politique efficace de sécurité et de défense faut-il mettre en place pour assurer notre souveraineté? Évidemment, de courageuses décisions ont été prises par nos dirigeants actuels en faisant partir les bases militaires françaises et américaines. C'est extrêmement courageux, c'est un point de départ, mais il faudrait assurer le reste. Comment allier, troisième question, comment allier état de droit, justice et souveraineté, démocratie et souveraineté? Ce dont ont parlé mes deux prédécesseurs, évidemment. Une autre question, c'est quelles relations diplomatiques mettre en place pour assurer notre souveraineté? Nous ne pouvons pas vivre la souveraineté, ce n'est pas de l'autarcie. Ensuite, quel modèle de production agricole, industrielle, faut-il mettre en place pour nourrir les populations, pour réduire les vulnérabilités et favoriser les transformations structurelles? Quelle souveraineté est-il possible avec le CFA ou en créant la monnaie du Sahel? Quelle citoyenneté faut-il construire pour être souverain? Et là, quels sont les rôles à jouer par les acteurs sociaux et la place qu'on leur donne pour jouer ce rôle? Comment concilier l'aide humanitaire et l'aide au développement avec la souveraineté nationale? C'est une des questions fondamentales. Et puis, comment gérer nos ressources naturelles pour qu'elles ne fassent pas notre malheur ou le bonheur de quelques individus, mais deviennent vecteurs de progrès et de souveraineté nationale? Deux autres questions. Comment gérer notre souveraineté avec le droit international? Tout à l'heure, cher M. Diallo a parlé de problèmes préoccupants
aujourd'hui, comme celui de l'homosexualité, d'autres perversions qui sont en train d'être portées non seulement par les médias, mais par les textes internationaux aussi. Comment gérer notre souveraineté devant cette problématique du droit international? Et puis, dernière question, quelle sera notre souveraineté à l'épreuve des défis environnementaux? Je vais terminer par deux mots qui signifient pour moi, en tout cas qui rendent compte de ma compréhension de la souveraineté nationale. Pour moi, la souveraineté a deux dimensions. Une dimension psychologique et spirituelle évidemment, et une dimension matérielle, phénoménologique si vous voulez. La dimension psychologique est du niveau individuel. Quand est-ce que nous avons, au niveau individuel, construit notre identité de sorte que nous ne voyons la souveraineté que celle de notre Dieu unique, qui est le seul souverain. Toute notre problématique tourne autour du pouvoir politique et de ses privilèges. En gros, c'est cela. Mais posons-nous la question, comme l'a posé la sagesse africaine, qui fait le pouvoir? Est-ce que c'est le roi qui fait la royauté ou bien c'est la royauté qui fait le roi? À mon sens, c'est la royauté qui fait le roi. Et qui fait la royauté? C'est Dieu tout seul. Dieu seul. Donc Dieu seul est souverain. Quand est-ce que nous avons notre charge spirituelle suffisante pour comprendre cela et nous libérer de tout cet athéisme et ce polythéisme qui nous entoure, dans lequel nous vivons? Quand est-ce que nous nous donnons la dignité d'être personnellement, individuellement souverains? Quand est-ce que nous allons donner à notre pays cette psychologie sociale de la souveraineté? Si nous ne résolvons pas ces problèmes, eh bien nous allons rester dans le matérialisme, dans le pouvoirisme, dans tout ce qu'il y a de faux, de trompeur. Donc pour moi, la souveraineté, c'est une construction spirituelle, psychologique d'abord. Ensuite, une édification matérielle d'une nation. Sans évidemment parler en nous éloignant de toute autarcie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette souveraineté, je l'appelle une souveraineté responsable. Celle qui allie donc les individus, leur dignité, à la dignité populaire, à la dignité de l'État, à la dignité de l'humain, simplement. Et pour cela, je vais terminer sur ces mots. Je pense que cette responsabilité, cette souveraineté responsable doit être nourrie essentiellement par l'effort. L'effort dans ces deux compartiments. Celui de l'effort de nous instruire de nos devoirs et de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de comprendre que nous allons, dans tous les cas, rendre compte un jour à l'histoire et à Dieu de ce que nous faisons. C'est fondamental à mon sens. Et l'effort dans le sens de l'acte. Parce que la responsabilité, je vais terminer par cette citation d'un grand savant égyptien que j'aime bien et qui a écrit un livre qui est pour moi mon livre de chevet après le Coran. C'est Mohamed Abdallah Draz qui dit que la responsabilité
est fonction de la personnalité. Seul l'homme adulte et normal est instruit de ses obligations et ayant en vue au moment de d'agir, et l'ayant en vue au moment d'agir, sera capable d'assumer la responsabilité. Je rappelle, la responsabilité est fonction de la personnalité. Seul l'homme adulte et normal est instruit de ses obligations et les ayant en vue au moment d'agir, sera capable d'assurer cette responsabilité. Assalamu alaikum.